Bien, on reprend. Donc on va avancer dans le temps maintenant. On va se retrouver carrément chez nous et constater une chose, c'est que les abats grecs et romains vont subir une rotation et vont se transformer en des tables à calcul et on va jouer avec des jetons. Table à jetons. Alors, le calcul avec des jetons va rester en usage jusqu'à la Révolution française. Alors là, tout de suite, je vais expliquer pourquoi le calcul sur les jetons va rester en usage, alors que depuis les années 1500, on se met à calculer à la plume. Alors quand on dit calculer à la plume, ça veut dire calculer comme nous avons appris à l'école primaire. Alors comment se fait-il que de 1500 à 1789, on a continué quand même à utiliser les jetons? Ben, les raisons sont simples. C'est que pour utiliser les chiffres indo-arabes et utiliser les techniques, il fallait savoir écrire. Et savoir écrire et lire, c'est pas quelque chose de courant avant la Révolution française. Donc on a joué avec les jetons. Alors les jetons, c'est important parce qu'on va retrouver ça. Chez Shakespeare, on a le conte d'hiver, il y a un clown qui dit « Je ne peux pas le faire sans jetons ». De nouveau, on va chercher dans la littérature des expressions. Montaigne, lui, disait carrément et se vantait, il n'est pas le premier, souvent dans une salle des profs à se vanter qu'il n'était pas bon en maths, mais Montaigne l'a écrit, il se vantait de ne savoir compter ni à jet ni à plume. À jet, c'est les jetons, et à plume, c'est à la main. Et alors dans Molière, si vous vous souvenez de le premier acte du malade imaginaire, moi j'avais été le voir jouer à Louvain-la-Neuve par la compagnie d'Hermann Delcamp, et j'ai été très déçu, parce que si vous vous souvenez de cette pièce s'ouvre sur le malade imaginaire Argan qui est en train de calculer ce qu'il doit à son apothicaire. Et il fait des calculs. Et Armand Delcamp faisait des calculs par écrit. Sur une feuille, on prévient qu'il écrivait des chiffres, il faisait des additions. Or, ce n'est pas possible à l'époque de Molière. Argan calculait avec des jetons. Alors là, ça fait quand même un peu triste de voir que dans la pièce, on ne va pas respecter. Moi, j'avais dit aux élèves, regardez bien au début de la pièce, puis quand je vais voir, ils m'ont dit après, mais on n'a rien remarqué, forcément. Voilà. Madame de Sévigné, elle dit, j'ai 530 000 livres de fortune avec ces jetons qui sont si bons. D'ailleurs, Pascal vantait sa machine en disant, elle est réglée sans plume ni jetons. Alors, je vais quand même dire quelque chose, malgré qu'il y ait une majorité de femmes ici. Si je retrouve le texte. Oui, les femmes ont résisté longtemps à l'apprentissage de l'écriture et qu'elles ont, pour cette raison, utilisé longtemps la bac à ligne. Donc, petite remarque en disant, les hommes, à un moment donné, ont appris à calculer à la plume, mais les femmes sont gardées que ce sont des jetons. Je ne vous dirai pas qu'il vient un peu plus loin. D'ailleurs, c'est normal, c'est quand même un peu plus compliqué pour elles. L'addition et la soustraction, peut-être, mais la multiplication, certaines sans doute, mais la division, il faut renoncer. Et je ne vous parle pas de quelque chose qui daterait de 1500, c'est de 1790 et des. Et c'est de qui? C'est dans un texte de Lagrange, mais ce n'est pas Lagrange que vous connaissez. Il y a deux Lagrange en maths. Il y en a un, c'est le Lagrange qu'on connaît bien. Il y a un Lagrange qui a écrit un livre sur le traité arithmétique élémentaire à la plume et au jeton. Parce qu'on va trouver dans les livres à ce moment-là, après 1500, des livres dans lesquels on va expliquer aux gens comment faire les opérations élémentaires. J'en donnerai quelques exemples. Vous verrez que pour l'addition, c'est 10 pages. La multiplication, c'est encore plus. Et la division, là, on dit carrément, attention, si vous abordez ici, c'est à vos risques et périls. Maintenant, quand on prend un livre, ben, sur l'addition, il y a peut-être 1 ou 2 pages. Et tandis que là, à l'époque, c'est détaillé. Enfin, tendu. Alors, c'est quoi ces fameux jetons et ces tables à calcul? Ben, autant nommer des dessins. Voilà. Ça, c'est une page d'un livre allemand. Vous voyez, le personnage est là. Il a des jetons et il a sur sa table des livres. Alors donc la bac grecque est remplacée par une pièce de tissu, ou bien c'est gravé dans la table. On a des exemples en Allemagne de tables où on a gravé des lignes dedans. Alors cette pièce de tissu, en fait c'est l'origine du mot bureau.
Parce qu'à l'époque, ça se faisait sur une toile qui est une bure, la bure des moines. Et alors la bure des moines, c'était le tissu, c'est devenu le tissu sur lequel on écrivait sur le bureau. Et puis la table sur laquelle on mettait le bureau, c'est appelé le bureau. Et puis la pièce dans laquelle se trouvait la table sur laquelle on mettait la bure, c'est appelé le bureau. Et puis on va travailler au bâtiment, qui est le bureau, dans lequel il y a le bureau, sur lequel il y a le bureau, où on met la bure. Comme quoi il y a une évolution là amusante. Alors je vais vous montrer ce que ça fait. Quand on dit j'ai les jetons, ça vient de là aussi. En partie, oui. Ah. Et alors faux jetons surtout. Ah bon? Ah oui. C'est des jetons trafiqués, parce que les jetons ont une certaine importance. Alors voilà par exemple des jetons qui pouvaient servir. Alors ça ce sont des jetons qui ont une certaine historicité. Ce n'est pas des jetons de n'importe qui, c'est des jetons d'une reine de France. Alors là de nouveau, on peut faire un rapport avec l'histoire. C'est une reine de France qui a dans ses armoiries un petit château et des fleurs de lys. Alors quelle est la reine de France qui pourrait être associée avec un petit château? Ben c'est Blanche de Castille. Blanche de Castille, Castille, ça sont les armoiries de Castille, ce sont les armoiries parlantes. Castello, Castillo, c'est un château, donc c'est la maison de Castille, c'est Blanche de Castille. Donc chacun avait des jetons comme ça. On a même des jetons qui sont auto-parlants, si j'ose dire. Et ces jetons aussi. Sur le jeton, on a dessiné une table sur laquelle on utilise les jetons. C'est un peu comme la vache qui rit qui a des boucles d'oreilles avec une vache qui rit et les mêmes fromages répétés. Et là, on a aussi ça. Alors voilà, je vais vous montrer. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille avec sa table à jetons. Donc, vous imaginez la bague grecque dont je vous ai parlé et vous le retournez. Et vous avez par exemple ceci. Ça c'est un tapis brodé, Musée national bavarois à Munich. Vous voyez, il y a toutes les lignes. Et on va mettre les jetons entre les lignes pour calculer. Je vais vous montrer ça. Alors on a même des tables comme ici, j'espère qu'on voit. Ils sont plusieurs, parce qu'en fait, souvent il y en avait 3 sur la même table. Alors pourquoi 3? Ben, ça c'est la personne qui est en tractation avec vous, et ça c'est quelqu'un qui vérifie les calculs que vous faites. Donc, vous calculez, moi je calcule, ce personnage fait les mêmes calculs pour voir si on arrive aux mêmes réponses. Évidemment, à l'époque, la fiabilité n'est pas très grande. Alors on va trouver ça dans les livres. Ça c'est un livre de Robert Ricord qui explique comment faire le calcul. Alors, vous avez vu la bague grecque, c'est la même chose. Comme je vois ici, sur cette ligne, c'est des unités. Donc c'est une unité, 4 dizaines. Alors vous voyez bien que celui-ci qui est entre 2 lignes, c'est le quinaire, donc il représente 50. Là vous avez 300, donc vous avez 391. Là vous avez un autre. Et alors, avec les transparents, c'est facile, parce que c'est la bague grecque. Et ça, c'est la table à jetons. Et alors, le système est le même, vous rassemblez vos jetons, et pour éviter l'encombrement, au lieu de travailler de la gauche vers la droite, vous travaillez de haut en bas. Vous videz d'abord en haut. Alors, les multiplications sur les tables à jetons, ça peut aussi se faire. C'est pas évident. Donc, vous voyez, ça, c'est un livre beaucoup plus récent, 1561, en français. Vous voyez en même temps comment on écrit jetons. Alors voilà, il va expliquer comment multiplier. En fait, multiplier, la première idée, c'est, si vous devez multiplier, mais je vais le faire qu'un petit morceau, si vous avez 2, vous mettez 2 ici, dans les unités, et vous devez multiplier par 3, eh bien, vous allez reproduire, bon, si c'est 2 fois 3, vous allez ici reproduire votre 2, 3 fois. Et puis vous purgez. Et c'est 6. Bon, imaginez que si vous avez 1767 multiplié par 2384, le plaisir avec les jetons n'est pas évident. Alors ils ont des petites astuces, c'est que quand vous multipliez par un jeton quinaire, vous prenez la moitié, puisque au lieu de multiplier par une dizaine,
vous multipliez par 5, vous prenez la moitié du nombre. Donc au lieu de mettre 2, si je multipliais par 5, je ne mettrais qu'un jeton. Donc là, ils ont essayé de trouver. Mais bon, ça n'est pas efficace avec ce que nous connaissons. Moi j'ai quand même ici un exemple d'addition, je vais le montrer. Voilà. Donc l'addition de ces deux-là. Donc vous rassemblez, puis vous purgez. Donc c'est la même technique que la baguette. Je n'ai pas le temps de montrer une multiplication, sinon je ne montrerai pas ce que j'ai envie de montrer. Il faudra revenir une prochaine fois dans un exposé où je ne ferai que ça. Et la division, c'est encore plus. Ah, les divisions sur la bac à jetons. Mais bon, faisait-on beaucoup de divisions comme ça? Il ne faut pas oublier que si les divisions deviennent difficiles, c'est pas pour rien que dans les années 1500, où on a quand même besoin de faire des divisions, on va inventer les logarithmes. C'est justement pour suppléer tous ces problèmes. Alors je vais parler maintenant de Gerbert, parce que lui, c'est un individu un peu à part, je vais quand même parler de lui. Ça fait 2 fois que je vais parler de lui. Gerbert d'Aurillac. C'est son nom de mathématicien. Voilà. Gerbert d'Aurillac. Alors je cite de nouveau un texte d'Alain Scherlich dans le dernier livre qu'il vient de faire, qui s'appelle Un portrait de Gerbert d'Aurillac, où il développe pendant 200 pages à peu près la vie et les travaux de Gerbert d'Aurillac. Vous verrez, je vais vous donner d'autres références sur Gerbert d'Aurillac, et c'est le seul dans lequel on parle vraiment du mathématicien. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de Gerbert d'Aurillac? C'est un enfant qui est issu d'une famille très pauvre. Ses parents vont d'ailleurs le confier dans un monastère, dans le Cantal, près d'Aurillac. Et là, il va tout de suite être repéré par les gens du monastère comme étant quelqu'un de particulièrement doué et intelligent. Alors il a une première chance, c'est que le comte de Barcelone, donc Aurillac, et le Cantal, c'est le sud de la France, on n'est pas loin du nord d'Espagne, le comte de Barcelone va passer dans ce monastère et on va lui confier Gerbert. Et Gerbert va se trouver à Barcelone. Là, la grosse question est, est-ce que Gerbert va avoir un contact avec les mathématiciens arabes qui sont à l'époque en Espagne? On ne sait pas. Mais en tout cas, d'après un de ses élèves, c'est là qu'il va étudier les sciences. Mais quelles sciences? Sous quelle forme? Il ne le dit pas. Mais il va étudier les sciences. Donc il va se retrouver là. Il va de là accompagner à nouveau le comte de Barcelone, il va aller à Rome. Et à Rome, là, il va faire la connaissance du pape Jean XIII, et ça, c'est pas important, mais surtout de l'empereur Othon Ier. Vous voyez, l'empereur qui a créé le Saint-Empire romain, la nation germanique, qui va lui confier, semble-t-il, l'éducation de son fils, le futur Othon II. Et Gerbert va rester fort en contact avec Othon II. Donc vous imaginez, vous êtes là à Rome, dans une Italie qui n'existe pas encore, et Gerbert va de là se retrouver à Reims. Alors Reims, c'est là, vous voyez Reims sur la carte, c'est vraiment entre le Saint-Empire, donc l'Allemagne actuelle, et la France. Et là, Gerbert va avoir un rôle important historiquement, parce que c'est la lutte de la succession en France entre les derniers carolingiens et les premiers capétiens. Et il va être intimement mêlé à ça. Et là, il va aussi donner des cours. Et tout ce qui nous intéresse, c'est qu'il va donner des cours, parce qu'en donnant ces cours, il va inventer un abac à lui. Et il va surtout introduire, peut-être pour la première fois, en Occident, les chiffres indo-arabes. Mais ça n'aura pas de succès, parce que Gerbert est quelqu'un dont la vie est tellement tourmentée, on pourrait en faire des films, donc voilà, le transparent dans lequel je donne de nouveau une référence. On a cette chance qu'un certain Bernelius, qui était un élève de Gerbert, lui a écrit un livre sur le livre de la bac. Donc un livre consacré à la bac de Gerbert, où il explique tout. Et ce livre a été maintenant retraduit. On a la version latine et la version française dans cet ouvrage. Alors c'est un collectionneur de manuscrits, il va construire des astrolabes, des sphères astronomiques,
il va être renommé à la tête de l'abbaye de Saint-Colomban à Bobbio, au nord de l'Italie, il va être archevêque de Reims, il va devoir fuir parce qu'il a des problèmes, il est exilé à Ravenne, donc vraiment la vie de Gerbert c'est plein de péripéties diverses. Et le 2 avril 999, ça c'est amusant historiquement, c'est Othon III, fils d'Othon II, arrive à Rome, et Gerbert court derrière lui, lors du décès du pape Grégoire V, et Othon III nommera Gerbert comme pape. On a le texte. Comme nous avons choisi comme pape notre mère, le seigneur Sylvestre, parce qu'il va prendre le nom de Sylvestre II, pour l'amour de Saint-Pierre. Donc à l'époque, il faut savoir que les papes sont désignés par l'empereur, contre les familles romaines de l'époque, et va être donc le fameux pape de l'an 1000, en plus. Alors pour ceux qui aimeraient les lectures, voilà, ça vous avez le livre Le Pape de l'an 1000, mais là, la BAC, il y a 2 pages. On vous dit, il a fait un impact. Mais c'est tout. En voici 3 autres. Donc là, c'est quasiment romancé. C'est aussi le pape de l'an 1000. Le coq et la louve, ça, il y avait quelqu'un qui était plutôt historien ou littéraire. Ça, c'était parfait. Parce que le coq et la louve, ça, c'est une excursion, j'ai appelé ça, une superbe excursion au Xe siècle. Vous avez toute l'histoire du Xe siècle qui est vue, si on veut, à travers la vie de Gerbert. Ici, c'est beaucoup plus pour Matteux, son abac. Alors, on va un peu le voir, son abac. Je ne vais pas vous montrer Gerbert. Oui, quand même un timbre de Gerbert, pourquoi pas. Un timbre où, de nouveau, la France a émis un timbre, et alors là, sur ce dessin, il y a une faute pour les historiens. Vous voyez qu'il n'y a pas que les films américains où on fait des fautes. Vous voyez une triple tiare. Or, la triple tiare, à l'époque de Gerbert, les papes n'ont pas une triple tiare, ils n'en ont qu'une double. Donc, même à l'époque, on peut faire des fautes là-dessus. Normalement, ceci est mieux. C'est plus véridique sur le plan historique. Alors, première chose, dans la bague de Gerbert, on regroupe par 3. Unité, dizaine, centaine. Comme nous. Donc, ce n'est pas le système grec qu'on groupe par 4. Et il semblerait que c'est la première fois historiquement où on voit ce groupement par 3. Et ça, on l'a gardé. Alors, je vais vous montrer un dessin de cet abac. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des colonnes. Ça vous fait penser à l'abac grec, à part ces demi-cercles en haut qui indiquent les unités. Dizaines et centaines sont groupés et le tout sous un demi-cercle qui indique donc les premiers milliers, et puis ça recommence. Alors je vais me dire, oui, mais bon, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des jetons. Oui, c'est ce qu'il va faire. Il va mettre des jetons. Et voilà par exemple une disposition sur la bague de Gerbert. Et qu'est-ce que vous constatez à ces jetons? C'est que ce ne sont pas des jetons neutres. Ce sont des jetons qui ont un chiffre. Et c'est les fameux, on les appelle les apis. Parce qu'on a cru à un moment donné, bon, il y a eu toute une période dans l'histoire où on a essayé de dire, oui, mais nos chiffres ne viennent pas des Arabes. On les trouve chez Boès, ça c'est un faux. Et il a fait créer ces chiffres-là lui-même. Et c'est ces fameux apis. En fait, ce sont nos chiffres qui apparaissent. Il y en a que vous reconnaissez, le 1. C'est pas difficile, le 1 il est partout le même. Mais vous reconnaissez le 8. Donc le 7, vous pouvez le reconnaître, il est à l'envers. D'autres pas. Par contre, le 2, pour celui qui connaît les premiers chiffres, ça c'est vraiment bien le 2. Alors si vous regardez ce jeton et vous le tournez, vous lui faites subir une rotation, et vous avez votre 2 actuel. Bien. Donc ça c'est la BAC. Donc 2 innovations. Alors là je vais quand même montrer quelque chose, parce que j'ai préparé ça. Et après, il y a différentes lignes. Différentes. Donc, dans une même colonne, il y a plusieurs jetons. Ah oui, ici c'est parce qu'il va faire un calcul. Tout à l'heure, tu aurais mis 13 jetons neutres, et puis tu aurais mis 87 jetons neutres, enfin tu aurais mis 87, puis tu aurais mis un jeton binaire. Alors ici, évidemment, il écrit. Je crois que j'ai une multiplication. Si on la voit, transparence, on parle. Voilà ce qu'on va trouver en multiplication. Ça, c'est avec les jetons de Gerbert, ça c'est chez nous. Donc il va faire
46, et ça doit être multiplié par 23, je pense. Et alors pour ça, il va d'abord faire 3 fois 6, et ça ressemble à nous. Hein. Fait 3 fois 6, il écrit les jetons 18. Puis il va faire 20 fois 6, ça fait 120, et vous constatez, il y a quelque chose qui n'y a pas. Il y a un jeton qui manque. C'est les jetons avec le 0. Ça, il n'y a pas. Mais de nouveau, dans cette colonne, ce n'est pas nécessaire. Chez nous, oui, parce qu'il n'y a plus les colonnes. Donc, il y a le problème, il y a des espaces qui manquent. Là, il y a les colonnes. Il n'y a rien, donc il y a un 0. Il n'y a rien, donc il y a 2 zéros. Et puis, il fait la somme. Donc ça ressemble tout à fait. Alors ça, c'est surprenant, parce qu'on trouve ça chez Gerbert, mais on ne trouve pas cette disposition-là, vraiment, chez les mathématiciens arabes, du moins, chez les textes qu'on a. Alors, est-ce que c'est une invention de son cru, ou il avait des sources que nous n'avons plus? Il faut savoir que dans le monde arabe, il y a plein de documents qui n'ont jamais été étudiés. Aux Indes aussi, d'ailleurs. Le problème aux Indes, c'est que c'est très mal stocké, donc ça disparaît. Alors, je vais montrer une division, parce que tout à l'heure, on a dit comment on ferait une division sur la bac. Eh bien, Gerbert, lui, sur son abac, il a inventé une division qu'il appelle la division de fer. Alors, regardez, vous devez diviser 7800 par 166. Alors, l'habileté, c'est de dire, c'est difficile de diviser 7800 par 166, mais diviser par un nombre entier d'un chiffre, c'est plus facile. Donc, l'astuce, c'est de remplacer 166 par le nombre entier le plus près, 200. Donc, je vais jouer avec 200. Alors, vous voyez apparaître, je dois cacher des trucs. Sinon, comme les élèves, ils essayent de voir tout de suite la suite, c'est normal. Voilà. Voilà ce que vous voyez apparaître, première étape. Ça, c'est 7800, avec les jetons de Gerbert, donc les zéros ne sont pas indiqués. Le 166, c'est donc le diviseur, et puis vous voyez ce 34. Alors, c'est quoi ce 34? Ben, je vous ai parlé de 200. C'est 200 moins 166. On va jouer avec la différence. C'est-à-dire qu'on va diviser, non pas par 166, on va diviser par 200. On va prendre ce qui reste, ajouter la multiplication du nombre qu'on a trouvé par ce 34. Alors, vous allez voir ça. Voilà, donc, je fais ma division. Et il faudra avoir la bac qui le fait. Donc je fais 7 divisé par 200. Je trouve 3. 300. 30, pardon. 30. Donc je mets 3 dans la colonne des 10. Je mets rien dans la colonne des unités. J'enlève. Le 7 divisé par 3 fois 2, c'est 6. Il reste 1. Ah oui, c'est juste. Donc je prends le 7. Je le divise par 200. J'ai 30. Voilà. Il reste 1. Je mets 1. Je ne touche pas à ce qui suit. Donc le 8 et les 2 zéros restent tels quels. Je ne m'occupe que du premier. Ça va? Donc le 7 divisé par 200, j'ai 3, reste 1. J'ai le 8. Maintenant le 3, je vais le multiplier par 34. Mais évidemment, à l'époque, ils ne vont pas faire ça pour les reports, donc on le fait 2 fois. On fait 3 fois 30, c'est 90. On fait, je me trompe, c'est 30 fois 30, ok, c'est 900, pardon. On fait 30 fois 4, ça fait 120. J'additionne et j'obtiens 2820. Ça va? Étape suivante, je vais diviser 2820 par 200. Je vais ajouter ça ici. Je vais prendre le reste, ça va être 0. Je vais garder le 8 et le 2 et le 0, et je vais faire le nombre qui est ici, multiplié par 34. Et je continue. Là, j'ai même mis l'explication à l'indo arabe. Hein. Vous voyez, donc, on en est là. Donc, on
on a eu un 1, il y avait encore un 100. Et on continue de la même manière. Alors ça, c'est un bel exercice à faire avec les élèves, c'est leur présenter ça, et puis de leur dire, maintenant, essayez de justifier mathématiquement pourquoi ça marche. Donc il y a moyen d'aller à cette leçon-là, on pourrait dire, oui, c'est un amusement, faire comme avant. Oui, mais on peut dire, et maintenant, trouver un peu la raison mathématique qui fait que ça marche. On peut faire une division comme ça. Alors c'est en effet une division beaucoup plus facile que la division qu'il faudrait faire sur un abac à ligne avec des chiffres. Ça n'a pas de succès. Il a quelques élèves, on a écrit un livre, mais l'abac de Gerbert vient trop tôt. Les chiffres indo-arabes ne passent pas. C'est trop tôt dans l'histoire, on serait l'an 1000, ça ne va pas. Et en plus, Gerbert est soupçonné d'être quand même quelqu'un un peu diabolique. Parce qu'il invente des trucs que personne ne connaît. Donc ça ne peut pas être sage. Il doit y avoir des choses là-dedans. Alors malgré qu'il n'est pas, voilà le genre de documents qui vont circuler. À gauche, c'est Gerbert. À droite, je ne dois pas vous présenter. Vous voyez, il a l'impression que Gerbert aurait passé un pacte avec le diable. Alors il est quand même enterré à Rome, mais dans les années 1600 et des, il a fallu enlever le caveau, et on a quand même déterré, on a ouvert pour regarder s'il n'y avait pas de traces sur ce qui restait de Gerbert, montrant qu'en effet il aurait eu un pacte avec le diable. Donc à l'époque, les chiffres indo-arabes venant des arabes sont mal vus, et en plus c'est proposé par quelqu'un dont on soupçonne fort qu'il est à la limite de l'hérésie et du pacte avec le diable. Donc c'est un acte manqué. L'an 1000, on aurait pu avancer, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'il faudra attendre 1300, 1400 pour que les chiffres indo-arabes apparaissent chez nous. Alors maintenant, je vais vous montrer une curiosité, c'est vraiment très peu connu. J'ai retrouvé ça, j'avais quelqu'un qui était venu parler de ça, M. King. C'est une notation, en fait, qu'on trouve au XIIIe et au XIVe siècle, inventée par les moines cisterciens. Alors, on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est une manière d'écrire les chiffres, pas oublier qu'à l'époque c'est les chiffres romains, une manière d'écrire les chiffres de manière abrégée. Je ne vais pas vous montrer ceci parce que c'était un essai, je vais vous montrer la bonne technique. Donc c'est inventé par un Anglais, on ne sait pas pourquoi, un moine, ça passe sur le continent, c'est de nouveau surtout chez les cistériens du nord de la France et des Pays-Bas qu'on trouve ça, et on trouve aussi ça chez les vignerons à Bruges, pour indiquer sur les fûts. Vous indiquez des nombres, alors les chiffres romains sont faciles à falsifier, parce que ça les gens connaissent. Alors il y a un système avec une logique. Alors regardez, voilà les 4 premiers chiffres. Alors, aussi extraordinaire, le 5 d'habitude c'est un chiffre à part. Ici non. Le 5, c'est 4 plus 1. Par contre, le 6, lui, il est à part. Le 7 et le 8, c'est 6 plus 1, 6 plus 2. Alors là, si vous n'êtes pas moine cistercien de l'époque, vous dites, ah bon, ben le 9, j'ai compris, c'est 6 plus 3. Ah, ben non. Désolé, c'est pas ce qu'ils ont fait, ils ont fait 6 plus 1 plus 2. Mais alors, ils ont un beau petit carré comme ça. Alors, maintenant, vous voulez écrire les dizaines. Vous faites une symétrie par rapport à l'axe. Maintenant, les centaines. Vous prenez les premiers, tous les signes étaient en haut, vous les descendez. Voilà, vous avez maintenant les centaines. Vous avez compris pour les milliers. Hop. Alors, c'est une écriture terriblement condensée. Regardez, j'en ai mis quelques-uns. 123.
Alors, vous allez regarder ça un moment, vous allez très vite décrypter. Hein. Donc vous avez le 100, le 20 et le 3. 9999. C'est le plus grand que vous pouvez écrire de ce système-là. Alors certains ont essayé d'aller plus loin. Là, ça c'est un exercice pour vous. Pendant que je cherche les transparences suivantes. Cherchez. Et sur la fin, ça fait penser aux écritures chinoises. Si on veut. Les derniers. Oui. Ah oui, les deux derniers, c'est vrai. Moi, ça m'a fait penser à autre chose. Mais ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir. Il ne fallait pas être dyslexique. Hein. Non, ça m'a nos chiffres aussi, si on veut. Hein. Mais là... Mais il ne faut pas oublier que c'est à l'époque où les concurrents de ça sont les chiffres romains. Alors, si vous voulez écrire 9999 en chiffres romains, tandis qu'ici c'est très condensé. Alors, quand utilisait-il ça? Ben, bon, ça c'est un document où on les voit écrits simplement. Je vais vous montrer maintenant un où on les voit. On a un exemple, et King dans son livre le décrit, d'un astrolabe où les chiffres sont en fait les chiffres des moines cisterciens. Alors évidemment, c'est un gain de place extraordinaire. Alors ça se perd, on ne trouve plus beaucoup de traces de ça, sauf chez Cardan, mais ça j'ignorais, dans le livre de King, où Cardan va essayer d'aller plus loin. Il veut essayer de dépasser les 9999. En inventant, il dit bon, on va les mettre un peu en oblique. Mais bon, Cardan, une fois de plus, là c'est à un moment donné un petit peu trompé. Il y a des chiffres quand ils sont écrits tels qu'ils pensent le faire, où on peut hésiter. On n'est pas sûr de ce qu'il faut. Et voilà par exemple un usage de ces chiffres. Vous avez ici des données astronomiques. Vous voyez, ces données astronomiques sont écrites en chiffres indo-arabes, comme nous. Mais pour numéroter les lignes, il fallait faire une différence entre les chiffres indo-arabes qui indiquaient les données astronomiques et les numéros de lignes. Au lieu de le faire en chiffres romains, 1, 2, ils ont fait avec ce système cistercien. Et c'est quelque chose de vraiment très très peu connu. Et moi j'ai pensé à quelque chose, je ne sais pas ici, si peut-être Robert, ça va lui faire tiquer. Je crois que j'ai déjà tiqué. Alors tu as sans doute pensé à Monseigneur le Maître. C'est ça. Et moi je me pose la question, parce que Monseigneur le Maître, dans le Maître, il y a Monseigneur devant. Était-il cistercien? Je n'en sais rien. Mais pour ceux qui connaissent Monseigneur le Maître, avait, parce qu'on les voit bien, si on ne les voit pas bien, je vais les refaire, avait créé dans les années 53, et dans sa tête, c'était le décimal est battu par le binaire, et il avait inventé un système pour les chiffres. Ça, c'était 1. Ça, c'était 2. Vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous pouvez, le dernier, c'est 15. Et à partir de là, évidemment, vous êtes obligé d'introduire un deuxième chiffre. Parce que pour 16, vous allez avoir 6. Et puis c'est reparti. En plus, son système, lui, il est carrément hexadécimal. Alors, est-ce que le chanoine Lemberg s'était inspiré des chiffres cisterciens? Qu'il les connaisse, ma foi, pourquoi pas, dans la mesure où il était quand même chanoine, je ne sais pas. Moi, j'avais appris ces chiffres-là, bien entendu, par l'intermédiaire du mini-computer de Papy, vous l'expliquez ça. J'avais le texte de le Maître, je n'ai plus la main dessus. Je ne sais pas si le Maître, dans son texte, explique d'où sont ses sources, son inspiration. Voilà, et j'aurais voulu trouver des renseignements pour écrire à M. King, qui n'en parle pas dans son livre, et pourtant une brique là-dessus.
pour voir si lui saurait ça. Bien. Là, on va avancer. Les chiffres indiens, je vais les montrer, mais très vite, parce que je veux arriver à vous montrer comment calculer. Avant, alors voilà, je ne montrerai un texte indien où vous pouvez voir les ancêtres de nos chiffres. Ils sont en fait là. Alors, et ça, c'est le 1. Pas tout à fait comme nous. Par contre, dans le 2, on en a déjà la parenté. Le 3, si vous enlevez la petite queue qu'il y a là en dessous, je devrais peut-être montrer là. Ah, ça, c'est le 4. Alors, regardez bien, le 4, il n'est pas comme nous. Et on va le retrouver longtemps comme ça chez nous. Ça, c'est le 5. Il n'est pas comme nous non plus. 6, 7, 8, 9. Et là, vous avez les nombres à 2 chiffres. Ça, c'est l'Inde. Excusez-moi, toujours pas de 0. Ah si, chez eux, le 0. Le 0 arrive et c'est décimal positionnel. C'est-à-dire, c'est notre système. Là, c'est clair. Ça va être repris par les Arabes, qui vont avoir leur propre notation, puisque les chiffres arabes, si vous allez dans la partie est de l'Arabie, enfin Arabie, je veux dire Égypte, tout ce qui est à l'est de la Libye, ben, les chiffres arabes, c'est ainsi qu'ils vont apparaître. Donc, ce ne sont pas les nôtres du tout. Ça, sont les chiffres arabes chez les Arabes. Mais si vous prenez nouveau le 1, ça c'est clair que c'est le même que l'indien. Si vous prenez le 2, c'est le même aussi. Il suffit de tourner. Et là, une des raisons, c'est qu'au lieu d'écrire ainsi, le mathématicien écrit arabe va écrire sur les genoux de droite à gauche. Donc, il retourne. Si vous retournez le 2, si vous retournez le 3, vous avez l'indien. Et là, vous avez le 0, c'est un point. Ce qui va se passer, c'est que le monde arabe va se diviser, il va y avoir tout ce qui vient à partir du Maghreb et de l'Espagne, où on va changer les chiffres. La culture change, on modifie la façon d'écrire les chiffres. Et les chiffres vont donner ça à nos chiffres à nous. Donc, nos chiffres ne sont pas arabes, et ils ne sont plus tout à fait indiens, parce qu'ils ont été transformés par, disons, les Arabes occidentaux. Ça sont les chiffres des Arabes orientaux. Si vous regardez des livres dans lesquels on voit tous les chiffres du monde entier, vous prenez le système indien et vous le déformez et vous avez tous les chiffres actuels, sauf les chiffres chinois, bien sûr. Mais les chiffres thaï, les chiffres malais, il y a une parenté aux chiffres indiens. Alors ça va arriver chez nous, mais ça va pas tout de suite être nos chiffres. Voilà un des plus anciens où on les voit apparaître. Oui, d'abord, qui ne sont pas écrits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont dans l'autre sens, c'est facile à comprendre. Il a traduit ça d'un manuscrit arabe. Mais les Arabes vont travailler de droite à gauche. Donc chez eux, c'était normal de voir 1, 2, 3 comme ça. Oui, le 9, le 8, c'est gagné. Le 7, on peut dire oui. Le 6, le 5, pas du tout. Le 4, le 3. Et le 2, si vous le retournez. Vous voyez que ceux-là sont beaucoup plus proches des artistes de Germain. Ça, c'est Sacrobosco, 1256, et il explique les chiffres de nouveau 1, 2, 3. Mais maintenant, pour une réponse à madame, vous voyez qu'il y en a un qui est apparu, il y a le 10e qui est là. Le 0 est là. Qui va mettre longtemps à être accepté comme les autres. Hein. On va parler des chiffres et du 0. C'est à part, il n'est pas comme les autres. Voilà. D'ailleurs, vel circulus, vel cifra, del figura. Parce que chiffre a deux origines. Le mot chiffre signifiait 0 au départ. Et nous, on l'a gardé. Le figure de rien. Ça, c'est vraiment le 0. Vous voyez toujours le 4 qui est différent. Et si vous regardez bien le 4, le 4 s'écrit comme ça.
Si vous le retournez, je vais essayer, non, c'est pas facile. Je vais regarder sur le transparent où on le voit bouger, parce que j'ai une page où on le voit bien bouger, mais normalement, si vous le retournez à un moment donné, vous faites apparaître notre cas. On va voir. Ah oui, ça, c'est quelque chose dont je parlerai après. C'est très connu, ça. Alors, vous avez deux personnages, l'un on dit que c'est Pythagore, l'autre on dit que c'est Boès, mais ça, historiquement, ça ne tient pas la route. Et quelle est la différence? Ça, c'est la déesse arithmétique. Ah oui, ils font tous les deux des calculs. L'un n'a manifestement pas l'air heureux, et l'autre est assez souriant. En fait, c'est pour montrer que la méthode de calcul avec les chiffres indo-arabes est supérieure à la méthode de calcul avec les jetons. Donc lui, il est triste à ce qu'il fait avec les jetons, et lui, il le fait par la méthode du biffage, dont je vais montrer après comment ça fonctionne. Je dois sélectionner. Là, voilà une table de multiplication de l'époque. Aussi une constatation, les tables de multiplication sont réduites à la moitié. Donc il semblerait que l'idée de commutativité est bien entrée à l'époque. Et Europe, on ne donne que la moitié. Alors vous voyez, 1, 2, ça va. De nouveau le 4, toujours difforme. Par contre le 5, ça apparaît déjà. Ah, c'est ce que je veux dire. Ah, ça c'est un autoportrait de Dürer, avec la date où il l'a fait. Alors j'ai agrandi. 1493. Ah, c'est un 4. Oui, c'est un 4. Et maintenant, avec le transparent, il y a peut-être moyen. Vous ne pouvez pas déjà apparaître un peu le 4? Oui. C'est à un moment donné, moi, je sais que mon père, quand il faisait un 4, il faisait ça. Bon, pourtant, il n'était pas de 1400. Mais donc, il faisait cette espèce de boucle. Si vous faites cette boucle et vous la retournez, vous avez cette espèce de gamma. Donc, on le voit là se transformer. Et il mettra longtemps, c'est assez amusant, c'est que tous ont pris leur graphie que nous connaissons, et le 4 a mis plus longtemps. Alors il y a des aberrations, bien entendu, on panique, on ne sait pas très bien, les deux systèmes arrivent, alors on va trouver des choses assez étonnantes. Voilà, 33, oui. On ne veut pas abandonner les chiffres romains, mais on se dit que le système positionnel, c'est quand même pas mal. Alors 33, on écrit comme ça. Jamais un Romain voit ça, il ne comprend pas. Un Romain à l'époque va dire c'est 6. Et il va dire on ne peut pas. Mais non, c'est 3, 10 et 3. Puis on voit des choses comme ça, pour 1200. 1200, et puis là on utilise le 0. Puis on n'est pas sûr du 0, alors on met ce signe-là. On voit, il y a le tâtonnement. Voilà. Quelques tâtonnements à l'époque. Là, il y a même le problème. 1291, il a compris pour le 1290, et là, ça ne va pas. Quand on imagine nos élèves à l'école primaire, quand ils font des fautes, on leur en veut tout de suite. Et on se rend compte que ces gens avaient quand même une certaine connaissance, et ils ont tâtonné longtemps. Donc est-ce qu'on ne va pas de temps en temps un peu excuser nos enfants s'ils ne trouvent pas tout de suite? Voilà, ici, belle tentative, hein, hop, tout est en romain, puis là, il y a le 8, il le prend.
Alors, je vais faire transparent ce matin. Voilà, ça c'est un livre que j'ai reçu dans la semaine, donc j'ai pas eu l'occasion de l'exploiter beaucoup. C'est quelqu'un qui s'est amusé. C'est pas un mathématicien, c'est en fait un antiquaire. Et il était inquiet parce qu'il recevait des pièces d'antiquité sur lesquelles il ne savait pas lire les dates. Et alors il s'est amusé à rechercher dans tous les manuscrits la façon dont on écrivait nos chiffres. Et c'est une compilation, il y a une trentaine de pages, toutes du même genre. Vous voyez défiler ça. Alors ici j'ai pris un exemple, 15e siècle en Italie. Alors vous voyez tout le 1. Vous voyez le 1, jamais de problème. Il est toujours bien écrit. Le 2 ça va. Le 3, il y a quelques petits phénomènes. Là, il est un peu bizarre, il est plus indien. Là aussi. Et regardez le 4. On le voit bien ici. À un moment donné, on a même écrit comme un phi. Puis il tourne. Et celui-là, on le voit très bien. Si vous le retournez un tout petit peu, vous avez celui-là. Le 5, mais longtemps aussi avant de... Par contre, les autres, à part le 7, qui ne savait pas très bien s'il allait s'ouvrir à gauche ou s'ouvrir à droite. Par contre, le 8 et le 9, ça c'est sans problème. Bon, allez, on va quand même travailler. Ça, c'est un portrait de mathématicien. Je l'ai pris. Donc, c'est un portrait de 1502. On ne sait pas qui c'est. Mais c'est intéressant, c'est en train de calculer. Et de boire un verre. Même c'est dur. Je vous assure, c'est dur. Un matheux ne boit que de l'eau. Mais. Alors voilà, les livres qui paraissent à l'époque sont illustrés par quelqu'un qui apprend comment calculer avec les chiffres indo-arabes, donc à la plume. Alors vous voyez qu'il y a des biffages. Alors j'espère que je ne suis pas trop fatigué pour faire les opérations. Je vais regarder surtout les multiplications. Les additions, ma foi, c'est moins intéressant. Alors en fait, d'où viennent nos opérations écrites? Eh bien, elles proviennent des Indes. Si vous prenez des livres sur l'histoire des mathématiques indiennes, vous allez trouver toutes les multiplications dans les chiffres indiens, forcément. Elles sont expliquées, elles vont être prises par les Arabes et elles vont revenir chez nous. Donc ça, c'est un héritage de l'Inde. Et le problème, c'est qu'aux Indes, ils travaillent sur la planche à poussière. C'est-à-dire qu'on écrit et on efface. Alors d'habitude, je fais ça à la craie. Et on va trouver pour la multiplication 8 techniques à peu près de multiplication. 8 chez les Indiens, 8 chez les Arabes, et puis forcément dans les manuscrits italiens, puisque c'est de là qu'on l'a, 8 techniques de multiplication qui sont expliquées dans les livres en détail, avec des commentaires. Je crois que c'est Pacioli qui lui a la bonne idée de dire ça c'est pas bon, celle-ci est meilleure, et attention. Et nous n'en allons garder qu'une seule. Alors je vais essayer de faire 135 fois 12 par la méthode. Alors retenez que c'est 135 fois 12 parce que ça va disparaître. Alors j'ai essayé, hein, longtemps que j'ai plus fait ça. Alors. Ça devrait être bon. Juste. Commentaire dans les livres arabes.
Cette méthode est dangereuse car on fait beaucoup de fautes. Je suppose que vous avez vu, j'ai fait attention, je n'ai pas été trop vite, parce qu'à un moment je l'ai fait. Vous effacez tout votre calcul au fur et à mesure. Donc, pas moyen d'aller voir si vous avez fait une faute ou ça. Alors, constatez que, je vais le montrer maintenant sur transparent, vous verrez mieux. Voilà comment ça se passe pour faire 135 fois 12. Donc, vous écrivez votre 12 là. Ici, évidemment, ça ne va pas disparaître, puisque je l'ai laissé. Donc, sur la bac à poussière, vous enlevez. Voilà ici sur le tableau, je passe. Vous faites le 5 fois 2, vous mettez au-dessus. Ça serait 10. 5 fois 1, c'est 5. Oui, mais 1 plus 5, c'est 60. Et vous barrez votre 5 parce qu'il a 7 vies. Vous avez multiplié 5 par 12. Donc le 5 disparaît et le résultat que vous aviez avant apparaît là. Maintenant, vous faites bouger votre 12. Le 12 avait joué avec le 5, vous l'avancez. Maintenant, le 12 va jouer avec le 13, surtout avec le 3. On fait 3 fois 2 et vous ajoutez 3 fois 2, hop, ça vient là, etc. Et à la fin, il ne reste plus que ça. Mais vous avez perdu tout le calcul. Alors on va dire non, Al-Khwarizmi dit non, c'est pas très bien, parce que là on a son texte, alors il va faire autrement. Donc je vais toujours reprendre, bien je fais un autre, bon je prends quand même. Alors ça ira vite, je vais faire de nouveau 135 fois 12, par l'autre méthode. Alors, je ne sais pas me tromper. Et cette fois-ci, je n'efface plus. Vu à d'autres, je vais vous abuser. On va essayer, j'essaie de ne pas me tromper. Parce que ça, je vais m'entraîner. Hein. Vous dites que je fais quand même pas ça tous les jours. Donc vous faites ça. Vous prenez votre nombre, celui-là il va pas bouger, et celui-ci va avancer, il se décaler. Alors je fais 1 fois 2, et c'est en fait 100 fois 200, je mets là. 7 fois 2, 14, oui, mais le report, et je barre. À la technique indienne de la table à poussière, qu'est-ce que j'aurais fait? Maintenant on va barrer. Alors on continue comme ça. Donc j'ai fait 14, donc il faut encore faire 3 fois 6, et changer ici. Bon. Donc on va barrer, donc on va voir, et vous avez vu dans les dessins, souvent on avait ça, je vais en montrer un ici qui est plus long. Oui, je ne les ai pas écrits en reprenant comme ça, j'ai pris la mode où on les réécrit en sobre. Généralement, ce qu'ils font pour gagner de la place, c'est le mettre 753, puis mettre 753, et puis 753, pour gagner de la place. Mais là, alors on le voit mieux, donc ça c'est plus pédagogique. Mais vous voyez automatiquement, imaginez l'imprimeur, il doit absolument savoir quelle place il va prendre, et toutes ces barres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver un système qui évite ces biffages. Et là, ça va être l'idée de travailler de droite à gauche. Ici, on travaille de gauche à droite. Vous avez vu la multiplication, c'est de gauche à droite, mais alors il faut barrer au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première méthode. Elle porte tout un nom, bien entendu. Alors, vous avez cette méthode-ci, qui s'appelle la méthode de l'échiquier, ou Bericupolo, à Florence. Parce que là, on les a... Alors là, on multiplie 9876 par 6789, mais là, je ne fais pas beaucoup de commentaires. Parce qu'en dehors de l'échiquier qui est décidé, c'est notre méthode. Donc, notre méthode, elle est là, avec les reports qu'il faut faire mentalement. Alors, ça s'appelle échiquier, ça, je crois que c'est clair. Alors, Bericupolo, ça, c'est à Florence, parce qu'en fait,
c'est le nom d'une tarte à Florence aux fruits sur lequel on dessine des petits filaments de pâte qui font des croisillons. On voit ça encore quelquefois dans des tartes campagnac. Et c'est de là que vient le nom. Bon, voilà. Et ça, c'est à d'autres. La seule chose qu'on a fait, c'est enlever les petits quadrilles. Alors, je ne vous mens pas, voilà. On le verra pas bien. Et monsieur, ça date de quelle année, cette disposition qui correspond à la nôtre? Oh, on les trouve dans les manuscrits italiens déjà dans les années 1300. Ah oui, en 1300, on peut dire toutes les techniques indo-arabes sont là. Elles apparaissent dans le livre de Fibonacci et après chez Pacioli. Mais elles ne sont pas connues par beaucoup de gens. Voilà, ça c'est le texte original. Et souvent il y a des preuves, hein, on fait des preuves. Mais pas des preuves par 9. Si, Ah. et des preuves par 7. Ah, je croyais que vous vérifiez en refaisant le calcul, non des preuves. Non, non, on prend la preuve. Ah, oui, oui. À mon avis, ils ne savent pas pourquoi la preuve fonctionne. Ça, c'est un peu arrivé chez nous. Quand on était à l'école primaire, on nous faisait faire la preuve par 9, Oui. mais on ne nous expliquait pas pourquoi non, la non, preuve non, par non. 9 fonctionnait. Et puis, dans l'enseignement des maths, il y a eu les modulos. Alors, grâce aux modulos, on pouvait expliquer pourquoi la preuve par 9 allait. Et puis, on a vidé les modulos du programme. Il n'y a plus de modulos. Et il n'y a plus de preuves non plus. Non. Pourquoi le balancier de l'histoire est toujours bizarre. Alors, je montrais celle-ci qu'on appelle par le petit château. Je devrais la laisser comme ça et vous dire, à votre avis, d'où ça vient. Si vous voyez ça dans le texte et qu'il n'y a pas d'explication, alors c'est très joli, ça dessine comme un petit château. Et c'est la multiplication de 9876 par 6789. Alors, d'où vient ça? D'où vient ça? D'où vient ça? Bon, si vous le faites à la main, ça va aller. Le 61 là-bas, il provient en fait de 7 fois tout ceci. Alors, c'est disposé comme ça. Et en plus, il y a une faute. Donc, c'est un livre où on apprend à calculer et il y a carrément une faute de calcul. Donc, je ne vais pas trop insister. Vient alors, je les donne pas toutes, hein, mais la plus connue qu'on appelle la crocetta. Alors, supposez que vous voyez ceci, voilà, c'est une crocetta. C'est de nouveau le même. Alors, vous voyez, c'est disposé d'une certaine manière, très élégante. Alors, d'où sort ce 81? 48, 49, 48. 42, 41. D'où ça vient? Alors pour ça, il faut décrypter. Et c'est là, la crocetta, parce qu'on fait des produits en croix. Mais on évite les reports. C'est ça qu'on veut éviter. Alors, je vous ai mis un schéma. Il faut suivre les lignes. Alors, si vous prenez la ligne noire, la 1, c'est en fait 9 fois 9000. Donc, c'est 81 qui doit être bien placé. D'où le 81. Ça, c'est la ligne qui va le plus loin. Donc maintenant, vous allez faire celle-ci. Celle qui fait, je pense, donc j'ai fait celle-là, je pense que j'ai fait les bleus. 9 avec le 8, et en parallèle, le 8 avec le 9. Donc vous pouvez mettre les deux résultats l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas de danger de report. J'espère que c'est le bon ordre. De toute façon, si vous suivez avec les couleurs, vous avez le numéro des flèches. Voilà, je vous laisse voir. Alors, chaque fois, il n'y a pas de problème. Donc, il y a un 48, 49, donc on a le rouge. Puis vous avez les deux verts. Puis vous avez les oranges. Et puis vous changez de sens. Ça, c'est à la crocetta. Alors on se demande, on ne sait pas, le fait que quand vous faites 12 fois 36, vous dessinez des croix, si c'est pas ça qui a donné l'idée à Autrich d'utiliser le signe de croix pour la multiplication. Parce qu'on fait une crocetta. Et alors, c'est aussi la Renaissance, donc on fait la crocetta, on se dit bon, disposer comme ça c'est bien,
Mais on pourrait peut-être le disposer de manière plus jolie. Et alors on va trouver en diamant. C'est toujours le même, la même technique, mais on va faire les lignes dans un certain ordre, de telle sorte d'avoir ce diamant. Bon, tout ça, c'est abandonné, bien entendu, mais ça montre qu'à l'époque, on apprend, on essaye de se perfectionner et on tâtonne. Alors, en diamant, certains disent en calice ou à la coupe. Alors, vous pouvez vous amuser, essayer de trouver d'où viennent les produits, hein, pour avoir ça, comment il faut les faire. Normalement, la première ligne, c'est verticalement. Et vous avez le 18, on peut deviner, hein. Quand 18, c'est le 9 fois 2, 24, ça devrait être 28, c'est juste 30. Et puis vous inclinez moins, etc. Et puis dans l'autre sens. Donc c'était en diamant, la coupe, en pyramide. Et aussi en cercle. C'est d'excellents exercices, c'est très amusant d'essayer de retrouver pour voir comment ils le faisaient et y arriver. Et alors ils le disent, hein, voilà, si c'est expliqué, ça c'est un livre d'époque. Oui, mais imaginez nos livres maintenant dans lesquels généralement on cherche de temps en temps une phrase. Vous voyez, à l'époque, il y a des phrases. Et je me demande si on ne devrait pas de temps en temps dans les livres de maths encore mettre des phrases. Parce que nos élèves ont généralement toute une suite de formules. 3 mois après, ils savent plus ce que les formules veulent dire, et il n'y a pas de texte autour. À l'époque, il y a du texte, hein, si tout est expliqué. Vous voyez, comment peut-on faire pour multiplier en pyramide et en calice? Ça, c'est la pyramide, et ça, c'est le calice. Et voilà. Et là, ça prend des pages et des pages. Puis, il va y avoir ce qu'on appelle la méthode de la jalousie. Ah. Jalousie, ça, je vais faire 135 fois, je ne sais pas moi, 273. Alors, vous écrivez 135, 273, vous faites ce petit dessin. Alors jalousie, pourquoi? Parce que c'était un type de fenêtre qu'il y avait en Italie où la dame pouvait regarder ce qui se passait dans la rue sans être vue. Idée de jalousie. Et on remplit là, donc vous faites 2 fois 5, ça fait 10, 2 fois 3, ça fait 6, 2 fois 1, ça fait 2, 7 fois 5, 35, 7 fois 21, 7, 15, 9 et 3, et puis vous faites les sommes, comme ceci. Alors, quel est l'avantage de cette méthode sur notre méthode à nous? C'est que vous ne faites les reports qu'une seule fois. Alors, si vous pensez à nos élèves, généralement, où ont-ils les problèmes dans une multiplication? Ah, s'ils ne connaissent pas leur table, évidemment, c'est un premier problème. Mais s'ils connaissent leur table, c'est au moment où ils doivent faire les reports. Or, dans notre multiplication à nous, ils doivent faire des reports à chaque étape. Ici, vous ne faites des reports qu'à l'étape finale. Donc, si vous vous trompez dans les reports, trompez une fois. Alors, pourquoi n'a-t-on pas gardé celle-là? Une raison d'imprimerie. Pour celle-ci, vous êtes obligés, de la même manière qu'on va supprimer celle-là à cause des biffages, on va supprimer celle-là parce qu'il faut défaire ce petit quadrillage de ces lignes. Vous avez vu l'autre par l'échiquier, finalement on n'a pas besoin de l'échiquier. Donc pour l'impression, c'est mieux. Je vous ai dit au début, le support, la façon de travailler va modifier notre façon de faire les opérations. Alors maintenant on trouve quelque chose d'amusant sur le net. Quelqu'un qui a trouvé ça en disant, voilà, on peut faire la multiplication par les traits. Ben, c'est exactement la jalousie. Comme quoi les choses se retrouvent tout d'un coup, un peu comme le sudoku qu'on a mis au point, et en fait c'est des carrés magiques et des carrés latins.
Encore une fois, les matheux ont raté le coup, ils ont eu l'occasion de mettre ça sur le marché et de gagner de l'argent, ils l'ont pas fait. Celui qui a inventé le jeu de coupe, ma foi. Donc multiplication par trait, c'est exactement ça. Alors vous voyez que dans les livres d'époque, on illustre un peu ça. Vous avez de nouveau la fameuse la crocetta. Et on met généralement les différentes méthodes. Sinon, il y avait des méthodes plus spéciales. Je vais montrer quand même celle-ci. Vous devez faire un nombre multiplié par 72. Alors vous décomposez 72 par des nombres que vous connaissez. Vous savez que 72 c'est 9 fois 8. Bien, vous multipliez d'abord par 9 puis par 8. Tout qu'on fait, c'est des trucs de calcul mental. 26 fois 67, ben vous décomposez 26 en une somme. Et vous faites tous les produits, vous ajoutez. Bon, ben, vous voyez que c'est très performant. Mais n'oubliez pas que c'est au début. Hein. Alors les dessins sont... Et puis bien entendu, nous, on va se retrouver avec nos missionnaires, vont se retrouver en Chine. Et les Chinois savaient très bien multiplier par leur système à eux. Mais comme on a considéré que ce que eux faisaient, ça ne savait pas être bon, mais ce que nous faisions était bon, ben voilà, tout d'un coup, dans les livres chinois, ce qui va se produire, c'est les multiplications à l'indo-arabe, mais avec les chiffres chinois. Donc, vous voyez, c'est la jalousie. Une jalousie chinoise. Monsieur, et maintenant les Chinois, ils ont nos chiffres à nous ou bien le... Non, ils ont toujours les leurs. Alors, sur la table de multiplication, j'ai dit quand même un texte, on pourrait donner ça aux élèves. Nicolas Chuquet, 1484. Item plus est nécessaire de savoir tout de cœur la multiplication d'une chacune des 10 figures, donc les 10 nombres, par soi-même et aussi par une chacune des autres, laquelle chose est appelée le petit livret d'algorithme. Petit livret, la table de multiplication. Et on trouve un texte alors en latin, la quale tabula bisogna sapere ad memoria como la Ave Maria. Ah. La division. Je vais essayer d'en faire une au tableau. Alors il y a deux types de division. Ça j'aurais dit par rapport à la multiplication et à progrès, il n'y en a que deux. La seule chose qui différencie, c'est il y a la française, il y a l'espagnol et il y a l'italienne. Mais là il faut déjà regarder attentivement pour voir la différence. Alors je vais faire 6584 divisé par, comme ça j'aurai la preuve, 594. Je vais essayer de ne pas me tromper. Donc j'écris 6584 et je mets le 594 ici. Alors, combien de fois 594 dans ceci? Une fois, donc je mets 1, donc les quotients vont apparaître ici. Et maintenant je commence à barrer. Et 5 moins 9, ça ne va pas. 8 moins 4, ça va. Je suis là maintenant. Il a servi une fois, je le remets. Et je recommence. Combien de fois c'est 594 en 644? Une fois. J'espère que je ne me trompe pas. On va voir si ça va. Il semblerait que ça ne va pas. J'ai peut-être fait une faute de calcul. Oui, je suis un peu fatigué. Je vais le montrer ici. Ah oui, mais j'avais pas pris le même nombre, donc c'est normal que je n'ai pas la même réponse. C'est ça.
Et oui, voilà. Donc, c'est celui-là qu'on fait diviser par 594. Regardez, le début était bon. Donc, je dis une fois. Alors là, j'ai respecté que les couleurs vertes, on voit mieux. Donc, le vert, je fais 692 moins ça. Il me reste 1, 6, 8, mais le 6 disparaît au profit du 5. Donc, je dois barrer. Donc, le premier résultat, c'est vert. Je déplace mon 594, il est bleu. Donc, vous voyez, pour gagner de la place, au lieu de le mettre en dessous, je dis, ah, mais là, il y a de la place, on met le 4. Ce qui ne va pas vous aider quand vous allez lire tout ça. Alors, je mets le 4 là, je fais ce nombre divisé par 4. Ah, ça ne va pas, c'est 0 en bleu. Bon, le 0. Je le déplace de nouveau d'un, 5, 9, 4. 9 fois, je fais 9 fois, et au fur et à mesure, je barre. Alors, j'ai mon quotient, c'est ça en 9, et ceux qui restent ici, je ne sais plus continuer, parce que 538, c'est plus petit que 594, c'est le reste. Donc le reste, c'est celui qui apparaît en haut, non barré. Si vous n'avez pas fait trop. Il y en a un deuxième. Voilà. Là, on a fait 234 567 divisé par 137. Et dans tous les livres, on vous explique ça. Alors, la disposition change un peu. Je crois qu'il y en a une où on ne montre pas ce qu'on a barré. Finalement, alors l'épreuve, pardon. Et ça s'appelle à la galère. Faire la division à la galère. Alors, j'ai un texte de Stéphane où il explique ça. Vous voyez, il faut du temps pour expliquer ça. Voilà le texte de Stéphane. Soit donner un nombre à diviser, 995 et diviseur 28. Explication du requis. Ah, il explique ce que c'est, il faut trouver le quotient. Construction. On mettra le nombre à diviser et diviseur en ordre, tirant une ligne oblique comme ci-dessous. En même temps, le dessous, vous voyez qu'il est écrit différemment. Disant combien de fois 2 en 9. Fait 3 fois. Il est vrai qu'il y en a 4 fois, restant 1. Mais nous disons ci-dessous la raison pourquoi il faut dire seulement 3 fois. Bon, c'est un texte vraiment... C'est pas destiné à des enfants primaires, parce que sinon c'est vrai qu'il ça pour des marchands, des adultes. Et donc toute cette division est expliquée avec le fur et à mesure. Donc c'est la division à la galère. Alors pourquoi à la galère? Alors vous dites ça aux élèves, ils disent, ah oui monsieur, pour s'en sortir, c'est une vraie galère. Non, c'est pas ça. C'est que ça évoque chez eux des types de bateaux. Oui, quand c'est présenté comme ça fait un peu bateau. Et ils vont plus loin, pour que ça représente vraiment un bateau. Voilà, un autre, un peu plus bateau. Puis vous verriez ça dans un cahier d'élèves maintenant, vous serez capable de lui mettre 0, parce que dans un livre de maths, de l'humour, à l'époque, oui, voilà, on a montré la galère, on a mis des petits drapeaux. Mais pour vérifier ce calcul, il faut bien se retrouver. Hein. Voilà, ça c'est une première galère, je vais vous montrer. Moi, je me suis... Ça c'est plus récent. C'est un livre de maths de 1804, où on a montré les deux types de division. Ça, c'est notre division à nous. Ouais, présentation américaine, ils mettent le quotient de l'autre côté, c'est tout. Et là, il l'a fait encore à la galère, et alors il a dessiné une magnifique galère à côté. Tartaglia, tout le monde connaît. La Tartaglia a aussi écrit un livre. Et il donne un exemple, merveilleux bateau. Alors moi je me suis amusé, il faut quand même s'amuser quand on vient faire un exposé, j'ai fait ça à fois passé. Alors j'ai essayé de faire mes propres bateaux. Voilà. Le premier bateau que je me suis construit, c'est un bateau avec 2 mâts. En fait c'est ce nombre-ci. Donc il y a 2, 4 0 de 2, divisé par celui qui bouge tout le temps. Donc c'est 2, 2, 0, 0, 0, 0, 2. Et puis si vous cherchez bien,
Vous pouvez vraiment avoir des bateaux, mais maintenant des bateaux récents. Ça, c'est presque un pétrolier. Donc, je suis amusé à voir. C'est un passe-temps. Voilà, donc maintenant vous savez diviser. Vous voyez, la différence ici montre à la française, la même à l'espagnol. Alors, il semblerait qu'à l'espagnol, on a supprimé tous les calculs intermédiaires. Donc finalement, la française, c'est mieux. L'espagnol prend moins de place, mais là, on risque quand même de se retrouver si on veut faire une preuve. Alors ici, ce qu'il appelle à l'italienne, c'est notre division à nous, qu'on va trouver pour la première fois dans un livre italien imprimé chez Calandri. On est déjà en 1491. Vous voyez, notre division à nous, la présentation que nous avons. Et on peut comparer. Voilà, ça c'est la même division une fois à la galère et une fois la nôtre. Alors de nouveau, on comprend pourquoi c'est celle-ci qui va s'imposer. Il n'y a pas de rature. Voilà. Alors je vais terminer pour rappeler des souvenirs, parce qu'il y a en plus il est l'heure. Donc voilà ce qu'on trouvait il y a très longtemps. Devinez tout de suite ce que c'est. C'est une table de multiplication. Évidemment, des nombres 16 fois 15, 16 fois 17, 16 fois 18, soit fait 19, 16 fois 20. Et puis, ceux d'il y a moins de 50 ans ont connu, quand on avait des cahiers d'écoliers, la dernière page, C'est ça. on avait ça. Donc c'est un souvenir, dernière page d'écolier, on avait ça. Et ça revient. Ça revient? Oui, mais avec le look actuel, vous ne pourriez plus donner ça à un jeune maintenant. Hein. Il dirait, oh non, c'est beaucoup trop terne. Il n'y a rien là-dedans. Mais vous pouvez avoir ça. Oh mon Dieu. Voilà. Notez que la partie noire, c'est la même. Mais il y a la décoration. Voilà, c'est avec ça que je vais terminer mon exposé. Et je vous remercie de votre attention.